tous, je m'appelle Véronique Laurence. Je m'appelle Florimond Rakotonoelina. Nous sommes co-responsables du master première année didactique des langues en présentiel. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter justement ce master. Voici comment nous allons procéder. Tout d'abord, nous reviendrons sur ce qu'il y a dans la brochure. Cette brochure est absolument essentielle pour cette formation et toutes les informations s'y trouvent. Ensuite, nous reviendrons sur la maquette générale de la formation. À la suite de quoi, nous reviendrons sur les descriptifs des cours, sur les emplois du temps du semestre 1 et du semestre 2, ainsi que sur les inscriptions pédagogiques que vous aurez à faire au début, avant le semestre 1 et avant le semestre 2. Enfin, on terminera cette présentation sur les modalités d'évaluation qui auront cours durant votre formation. Alors, ce que vous allez trouver dans cette brochure, dans la brochure du Master 1 présentiel didactique des langues. Tout d'abord, le calendrier universitaire de l'université. En effet, ce master respecte le calendrier proposé par l'université. Donc, l'ensemble des 25 semaines de cours correspondent à 12 semaines au premier semestre et à 13 semaines au second semestre. Ensuite, vous allez trouver la maquette générale de la formation. Alors, quand on parle de maquette générale de la formation, on ne parle pas seulement du Master 1, on parle également du Master 2. Ainsi, vous pourrez voir comment s'organise la formation à l'échelle du Master et non pas seulement à l'échelle de la première année. Par la suite, nous reviendrons sur les emplois du temps, on vous le rappelle dès à présent, qui sont prévisionnels, à la fois du S1 et du S2. Ces emplois du temps prévisionnels ont pour objectif de vous permettre de vous organiser. Et puis, nous reviendrons donc sur les modalités d'évaluation pour chaque cours, pour chaque module. Nous vous expliquerons comment les modalités d'évaluation ont été conçues. La maquette générale de la formation en Master 1 se compose de 384 heures de cours sur les 2 semestres. Chaque semestre couvrant la moitié de ces heures, à savoir 192 heures de cours à suivre chaque semestre. Et au semestre 2, vous devez également entreprendre un stage pratique d'observation et d'enseignement d'une durée de 32 heures. Alors, au niveau de la formation, elle est organisée de manière identique au S1 et au S2 en 4 modules de contenu disciplinaire et de contenu lié à la professionnalisation pour l'enseignement du français comme langue étrangère ou des langues étrangères. Dans le module 1, vous allez travailler des contenus dédiés à la didactique des langues et des cultures plus spécifiquement. Dans le module 2, vous allez travailler sur des contenus liés aux sciences du langage en lien avec l'enseignement des langues. Et donc ce module s'intitule « Approche socio-pragmatique de l'enseignement des langues ». Dans le module 3, vous allez suivre des cours en littérature, avec différentes formes d'art, d'expression artistique en lien avec l'enseignement des langues. Et enfin, le module 4 est dédié à la professionnalisation. Le module 1, didactique des langues et des cultures, comprend 48 heures de cours. Il y a un cours de tronc commun obligatoire qui dure 24 heures, appelé notions clés en didactique. Et puis ensuite, vous avez le choix entre 4 options, 4 cours à choix, qui durent chacun également 24 heures. Dans le module Approche socio-pragmatique de l'enseignement des langues, module, comme vous l'a dit Véronique Laurence, consacré en fait aux sciences du langage, articulé avec l'enseignement des langues, vous avez également un cours de tronc commun. Ce cours de tronc commun représente 12 heures et un ensemble de 4 cours optionnels, ce qui veut dire que vous aurez le choix entre 4 cours. Il en va de même dans le module 3, intitulé Art, culture et enseignement des langues, dans lequel vous retrouverez un cours de tronc commun, ainsi que 4 cours optionnels, ce qui vous offre en fait un choix entre 4 cours. Le cours de tronc commun dans Approche socio-pragmatique de l'enseignement des langues au premier semestre s'intitule Notions clés en linguistique. Au second semestre,
il s'intitule Politique linguistique. Et le cours de tronc commun dans le module 3, Art, culture et enseignement des langues, s'intitule Notions clés en littérature au semestre 1 et au semestre 2, littérature et anthropologie. Je complète en revenant quelques secondes sur le module 1. Donc, comme je l'ai dit, le cours de tronc commun du S1 s'intitule Notions clés en didactique et le cours de tronc commun du semestre 2 s'intitule Évaluation et certification. J'en viens maintenant au module 4 intitulé Professionnalisation qui est organisé différemment des 3 autres modules disciplinaires. Dans ce module, tous les cours sont obligatoires. Il y a tout d'abord le cours d'ingénierie didactique qui dure 12 heures au semestre 1 et qui commence en semaine 7 à la moitié du semestre 1 et qui continue au semestre 2 pendant 24 heures. Donc le total du nombre d'heures pour ce cours est de 36 heures sur l'année, de la moitié du semestre 1 jusqu'à la fin du semestre 2. Le cours suivant dans ce module de professionnalisation est intitulé Pratique de classe. Le cours pratique de classe vous permet de préparer le stage du second semestre essentiellement. Et dans ce cours, vous allez aussi observer des cours avant de passer à la prise en main de séances de cours ou d'activités de cours par vous-même. Ce cours, il dure 12 heures au semestre 1 et 12 heures au semestre 2. Comme le cours d'ingénierie didactique, il continue sur l'année et il a lieu toutes les 2 semaines, une semaine sur 2. L'autre cours important de ce module professionnalisation, c'est le cours qui vous permet de vous initier aux techniques de la recherche en vue de commencer à préparer votre travail qui aboutira à la construction, à la rédaction et à la soutenance de votre mémoire de master en 2e année de master, donc votre mémoire de master 2. Au premier semestre du master 1, vous suivez un cours organisé par la bibliothèque universitaire qui vous permet de vous familiariser notamment avec les techniques de recherche documentaire. C'est un cours qui a lieu essentiellement en ligne avec 2 séances en présence organisées et indiquées dans l'emploi du temps du semestre 1. Ce cours continue au semestre 2. Il est alors assuré par 3 enseignants du département de didactique du français langue étrangère et il dure 18 heures au second semestre pour vous aider justement à construire progressivement une question de recherche, une problématique, etc. À côté de ces 3 cours qui forment le module professionnalisation de notre Master 1, vous devez également suivre 2 autres cours. Un cours de langue étrangère au semestre 1 et au semestre 2. Le cours de langue étrangère est imposé par la maquette nationale des masters et donc vous devez choisir une des langues étrangères offertes à l'Université Sorbonne Nouvelle et les inscriptions pour ce cours de langue sont gérées par le BET, le Bureau des enseignements transversaux de l'université. Également géré par le BET, le cours de culture numérique qui est obligatoire en Master 1 et que vous suivez au semestre 1, mais au semestre 1 seulement. Voilà pour le module 4, professionnalisation. Ensuite, je vais détailler un petit peu plus ce que vous retrouverez dans les pages de la brochure, en commençant par le descriptif des cours. Pour chaque cours offert dans notre maquette de master, vous trouverez un descriptif dans la brochure. Dans chaque descriptif de cours, vous allez retrouver le titre du cours, son code apogée, qui est un code à connaître quand vous voulez communiquer avec le secrétariat, avec nous-mêmes, avec vos enseignants. Ce code vous permet de gérer plusieurs questions d'ordre administratif et pédagogique. Vous retrouverez le nom des enseignants, le nombre d'heures, le nombre de CTS, le coefficient. Et dans chaque descriptif de cours, bien évidemment, vous avez une présentation des grandes orientations, des objectifs du cours, des contenus, des modalités de travail, des modalités d'évaluation, et vous avez quelques indications de références bibliographiques que vous pouvez commencer à regarder, à investiguer, si vous le souhaitez, avant la rentrée. Dans la brochure, vous allez trouver aussi des propositions de parcours. Nous avons inclus dans cette brochure 10 propositions de parcours pour vous aider
pour vous guider dans le choix des cours optionnels. Vous l'avez compris, il y a un certain nombre de cours obligatoires, il y en a un dans chaque module chaque semestre, mais vous avez le choix entre plusieurs cours optionnels dans chaque module chaque semestre. Et nous vous encourageons à choisir vos cours optionnels de manière pertinente et cohérente, si possible en lien avec la question, le sujet que vous aimeriez traiter dans le cadre de votre mémoire en Master 2. Alors sans doute qu'au début du Master 1, vous avez peut-être déjà une idée, ou pas encore, de la question que vous aimeriez traiter en mémoire en Master 2. Mais si vous avez une appétence, une envie, un intérêt particulier pour telle ou telle question, telle ou telle notion par rapport à l'enseignement des langues et du français langue étrangère en particulier, ces premiers questionnements peuvent vous aider, vous aiguiller dans le choix de vos cours. Et donc, vous trouverez dans la brochure 10 propositions de parcours type à partir de l'offre de cours à choix. Nous vous invitons à lire ces propositions. Ce ne sont que des propositions. Il n'y a aucune obligation à suivre nos recommandations, mais nous avons rédigé ces propositions de parcours type pour vous guider, pour vous aider à choisir vos cours à choix. Dans la brochure, donc, vous trouverez aussi les emplois du temps prévisionnels. On dit prévisionnels parce qu'ils seront effectifs et validés au moment des inscriptions pédagogiques en ligne que vous ferez quelques jours avant le début des cours. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les emplois du temps, vous allez les trouver dans la brochure au début de chaque semestre. Ils sont organisés donc par semestre et par jour, du lundi au vendredi. Et pour chaque tableau de journée, vous trouvez donc des lignes correspondant au créneau horaire des cours. Et pour chaque cours, vous retrouvez le titre qu'on dit cours. Dans les descriptifs des cours de la brochure, l'intitulé est long. Vous avez un titre long pour chaque cours. Dans l'emploi du temps, et ce sera la même chose pour les inscriptions pédagogiques en ligne, les titres sont raccourcis pour rentrer dans des tableaux de manière effective. Donc il y a des titres courts et des titres longs pour les mêmes cours. Dans l'emploi du temps, donc, vous trouvez les titres courts, le nom de l'enseignant, le créneau horaire, le code apogée, très important à retenir, et puis la salle. Et ce sont justement les salles qui seront définitivement validées, précisées au moment des inscriptions pédagogiques. Et donc, notez bien, donc, l'emploi du temps de chaque semestre se trouve juste avant les descriptifs de cours de chaque semestre dans la brochure. Venons-en maintenant aux inscriptions pédagogiques. C'est sur la base des emplois du temps prévisionnels qui figurent dans la brochure que vous allez pouvoir ensuite procéder aux inscriptions pédagogiques. Les inscriptions pédagogiques consistent à s'inscrire effectivement au cours. Et pour ce faire, ces inscriptions dites pédagogiques, elles se font en ligne avec un système qui s'appelle IP Web, IP comme inscription pédagogique. Bien évidemment, pour vous inscrire pédagogiquement via le web, cela suppose que vous ayez fait votre inscription administrative auparavant. D'où le fait que nous insistions très tôt, dès que vous avez reçu un avis favorable, donc d'acceptation dans la formation, on vous invite à vous inscrire administrativement pour qu'effectivement vous puissiez ensuite vous inscrire pédagogiquement via les IP Web et surtout que vos IP Web ne soient pas retardés, que vos inscriptions pédagogiques ne soient pas retardées parce que ce retard entraînerait un retard pour le début de vos cours, etc. etc. Donc l'objectif des IP Web, c'est de vous inscrire à des créneaux horaires en fonction effectivement de l'emploi du temps. Cela dit, un petit rappel s'impose quant au fonctionnement de l'inscription à une formation. Lorsque vous vous inscrivez, par exemple en master première année didactique des langues, l'objectif c'est que vous vous inscrivez à une formation. Vous ne vous inscrivez pas d'emblée à des cours spécifiques. Cela veut dire qu'effectivement, parmi les choix de cours, les cours dits optionnels, vous pourrez effectivement faire des choix. Or, ces choix ne seront pas nécessairement respectés. C'est-à-dire que nous imposons des jauges, ce qui permet, pour chaque cours optionnel, ce qui permet effectivement d'équilibrer les cours en fonction du nombre d'inscrits administratifs. Nous tenons
à cet équilibre d'un point de vue pédagogique, parce qu'effectivement, plus un cours est équilibré au niveau du nombre d'étudiants, avec un nombre d'étudiants raisonnable, plus pédagogiquement ce cours a une certaine valeur. Donc, ce qui veut dire que parmi les choix pédagogiques que vous allez faire lors de vos inscriptions pédagogiques, il se peut effectivement que vous ne puissiez pas accéder à tel ou tel cours. La plupart du temps, vous vous répartissez de façon équitable et équilibrée naturellement. Mais il se peut que pour un cours donné, parmi vos choix optionnels, il y ait un cours qui ne puisse vous accepter. Dans ce cas, nous vous conseillons dès à présent, effectivement, d'envisager un choix numéro 2, un choix de deuxième cours optionnel, afin effectivement de vous permettre de ne pas être déçu lors de vos IP, mais afin effectivement de vous permettre de vous diriger dans un autre cours. Voilà donc pour les inscriptions pédagogiques, les emplois du temps prévisionnels, les parcours types et les descriptifs de cours. On en arrive à la dernière partie de cette présentation, à savoir les modalités d'évaluation, parce que c'est quelque chose effectivement qui est assez complexe et sur laquelle nous voudrions revenir. Alors en ce qui concerne les modalités d'évaluation, sachez qu'il y a une charte qui figure en fait sur le site de l'université, et cette charte s'intitule Charte de l'évaluation et du contrôle continu, ou Charte du contrôle continu et de l'évaluation, peu importe. Quoi qu'il en soit, cette charte s'applique à l'ensemble des étudiants de l'université. Mais dans cette charte, il y a des points plus spécifiques concernant soit les étudiants de licence, soit les étudiants de master, concernant les mémoires, concernant les soutenances, concernant les jurys. Donc nous vous invitons à aller prendre connaissance de cette charte, et ce que nous avons fait dans la brochure, c'est que nous avons extrait les parties essentielles qui nous concernent directement dans le cadre de ce master première année. Donc nous avons extrait les parties qui effectivement se rapportent à votre formation. Alors, en ce qui concerne les modalités d'évaluation, sachez que nous fonctionnons sur la base du contrôle continu. La notion même de contrôle continu suppose effectivement une assiduité au cours. Donc cela veut dire que si vous envisagez d'être absent effectivement durant la majeure partie du temps de votre formation, dans ce cas-là, ce n'est pas un master présentiel qu'il vous faut, c'est un master à distance. Donc, l'idée même de contrôle continu suppose qu'effectivement, vous vous rendiez disponible. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, le master en présentiel fait 192 heures pour chaque semestre, ce qui est considérable. Donc, 192 heures fois 2 semestres, plus le stage de 32 heures. Donc cela veut dire qu'il faut être disponible. Donc il va falloir effectivement vous trouviez les moyens d'être présent lors des cours, puisqu'effectivement nous nous basons sur le contrôle continu. Le contrôle continu suppose effectivement qu'on va vous évaluer relativement régulièrement dans chaque cours de votre formation, d'une manière ou d'une autre. J'y reviendrai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, les modalités d'évaluation ne se basent pas ici, dans le cas du master première année, sur le rattrapage. Il n'y a pas de session de rattrapage. Il n'y a qu'une session, c'est-à-dire une session ordinaire, et cette session ordinaire se fait selon le mode d'évaluation du contrôle continu. Dans la brochure figure une fiche de synthèse concernant l'ensemble des modalités de contrôle continu et d'évaluation. Cette fiche de synthèse, en fait, tient en 2 ou 3 pages selon les années, et cette fiche de synthèse regroupe l'ensemble des modalités d'évaluation que vous aurez pour les cours de tronc commun d'une part, et pour l'ensemble des cours optionnels d'autre part. L'objectif, en fait, c'est que vous ayez en un seul regard l'ensemble des points, l'ensemble des différentes activités sur lesquelles vous allez être évalué. Ça peut être effectivement une épreuve écrite sur table, une épreuve en ligne, etc. Nous fonctionnons, comme on vous l'a dit tout à l'heure,
par module. Donc l'idée, c'est qu'il y ait de la cohérence en termes de modalités d'évaluation pour chaque module, tout simplement parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a de la cohérence, vous choisissez vos cours non plus en fonction des évaluations proposées par vos cours, mais en fonction de critères plus pédagogiques par rapport à des intérêts personnels ou parfois, évidemment, on ne peut pas effacer ce paramètre en fonction de vos disponibilités par rapport à vos propres emplois du temps, votre propre emploi du temps. Donc cette fiche de synthèse, en fait, spécifie l'ensemble des types d'épreuves, des types d'activités que vous aurez à faire pour valider un cours donné. Mais ce n'est pas tout. Dans cette fiche de synthèse, vous allez avoir également des repères, des indications en temps et par rapport au type d'activité que vous devrez mener en dehors de la classe. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas penser que les 24 heures, par exemple, d'un cours optionnel en classe se limitent à 24 heures. Il y a un temps de travail dit hors classe, en dehors de la classe, des temps de préparation d'activités, d'exposés, etc. Et ce temps est évalué dans cette fiche de synthèse. Donc ça vous permet de savoir, grosso modo, pour un module donné, le nombre d'heures que vous devez prévoir dans votre emploi du temps personnel, le nombre d'heures que vous devrez prévoir pour des lectures, pour le visionnage de vidéos, pour faire des exercices, etc. etc. Donc ça c'est important parce qu'il ne faut pas se dire « j'ai fait mes 24 heures de cours, je ne fais rien en dehors ». En fait, vous devez faire un certain nombre de choses en dehors et ce volume horaire que vous devez faire hors classe, il dépend la plupart du temps des modules. Il peut ne pas être le même dans le module de didactique ou dans le module art-culture ou dans le module approche socio-pragmatique, etc. ou dans le module professionnalisation. Donc, prenez le temps de lire attentivement cette fiche de synthèse. Dans cette fiche de synthèse, on vous explique également au début de la fiche de synthèse un certain nombre de choses, c'est-à-dire un certain nombre de règles concernant la notation et les moyennes. En effet, l'objectif est de parvenir à une sorte d'harmonisation au niveau de la notation, que vous suiviez un cours de didactique de l'oral ou de didactique de l'écrit, que vous suiviez un cours d'analyse du discours ou d'interaction verbale, retrouver cette cohérence au niveau de la notation entre les différents collègues, entre les différents cours, entre les différents domaines qui vont être abordés dans ces différents cours. Alors, le premier point sur lequel nous insistons concernant ces règles et concernant la notation, c'est la qualité du français, la qualité de l'expression française. En effet, nous accordons, puisque nous sommes quand même dans un master de didactique du français, certes langue étrangère et langue seconde, mais quand même un master de didactique du français, donc nous accordons une part très importante à la qualité du français. Donc des points conséquents peuvent, selon les cas, selon les enseignants, être retirés de votre note. C'est-à-dire que vous pourriez très bien, si on arrive plus ou moins à comprendre le sens de ce que vous dites, tourner autour de 14, mais vous retrouvez avec une note sous la moyenne, parce qu'effectivement, le niveau de français, la qualité du français n'est pas à la hauteur. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut retirer jusqu'à 4 points pour l'expression française, la qualité du français, voire, dans certains cas, mettre systématiquement une note en dessous de la moyenne. Ça, c'est le premier point, donc la qualité du français, de l'expression française, de l'écrit, d'accord, parce que ça peut être une qualité orale, s'il s'agit de faire un exposé, dans le cas d'une évaluation, du français oral, ou du français écrit, dans le cadre, effectivement, d'une épreuve écrite. Alors, les moyennes, en général, quand on parle de moyenne, vous la voyez à titre individuel, votre moyenne. J'ai eu telle moyenne dans tel cours, etc. Nous ne la voyons pas, en fait, au niveau individuel, mais au niveau de la cohorte, au niveau des modules, donc de l'ensemble des cours optionnels, de l'ensemble des cours de tronc commun. Tout à l'heure, ma collègue Véronique Laurence vous a dit qu'il y avait 3 groupes
pour un cours de tronc commun. Ces 3 groupes peuvent être assurés par un seul enseignant. Dans ce cas-là, effectivement, il n'y aura pas, je dirais, de problème au niveau de la cohérence de la notation. En revanche, ces 3 groupes de tronc commun peuvent être assurés par 3 enseignants différents. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, nous nous plaçons non pas à un niveau individuel, ce qui est votre cas à vous, mais à un niveau plus général, au niveau de l'ensemble des groupes, au niveau de l'ensemble des groupes de tronc commun, au niveau de l'ensemble des cours optionnels. Effectivement, nous avons un regard sur ces moyennes-là. Alors l'objectif, parce que ça fait partie effectivement des prérogatives de la charte d'évaluation et du contrôle continu, c'est que le jury d'une formation, il est souverain pour adapter les moyennes. Donc si par exemple, dans un cours optionnel, une moyenne est très élevée par rapport à un autre cours optionnel, cela veut dire que les autres étudiants de l'autre cours optionnel, où la moyenne est moins élevée, seraient lésés. Donc l'objectif, c'est de ramener en fait les moyennes à 10 d'une manière générale. Donc concernant les moyennes, et là je l'indique pour les gens qui viennent d'autres cultures éducatives, d'autres systèmes de notation, notamment du monde anglo-saxon ou dans le monde, dans la culture éducative chinoise, par exemple, effectivement, on a affaire à des notations en A, B, C, D, E, F, voire parfois ABC, voire parfois que AB, voire dans d'autres cas des notations sur 4, des notations sur 5. Sachez qu'effectivement, en France, les notations se sont toujours faites, même à l'université, sur 20. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, pour obtenir une matière, par exemple, la moyenne, justement, à une matière, la moyenne équivaut à 10. La moyenne n'équivaut pas à 11, n'équivaut pas à 12, et dès lors que vous avez 10, vous avez acquis, en fait, votre moyenne, et c'est ce qui compte. Et on n'insistera jamais assez là-dessus. Après, les choses se jouent au niveau de la mention, puisqu'entre 10 et 12, vous avez mention passable. Ensuite, de 12 à 14, mention assez bien. De 14 à 16, mention bien. Et 16 et au-dessus, mention très bien. Mais ce qui compte avant tout, c'est obtenir la moyenne. D'accord ? C'est pas forcément avoir une mention, ce qui fait qu'effectivement, par exemple, si on regarde à l'échelle générale, par exemple d'un module, à l'intérieur d'un module, pour les cours optionnels, un cours optionnel peut avoir une mention bien à l'échelle générale et un autre cours optionnel une mention passable. Donc sachez que le jury est là pour réorganiser, redonner de la cohérence à l'ensemble des moyennes. C'est-à-dire qu'effectivement, une moyenne bien dans un cours sera ramenée en fait à la moyenne de 10. Donc vous pouvez avoir 15 dans un cours et vous retrouver après les jurys avec une note de 12. Donc c'est tout à fait normal puisqu'on se situe au niveau de l'ensemble des modules, au niveau de l'ensemble des cours optionnels, au niveau de l'ensemble des groupes de tronc commun pour faire des réajustements. Donc de ce point de vue, le jury est souverain, et d'ailleurs il est bien spécifié dans la charte d'évaluation que les notes qui sont données par les enseignants ne le sont qu'à titre provisoire. Ce sont des notes provisoires. C'est la raison pour laquelle, quand vous éditerez sur votre espace numérique de travail vos relevés de notes, il y aura marqué sur vos relevés de notes non certifiés. Parce qu'effectivement, ces relevés de notes n'ont pas fait l'objet d'une approbation par le jury. Voilà concernant la notation les moyennes, la présentation des différentes évaluations des activités hors classe. Voilà sur le contrôle continu ce que nous avions à vous dire. Et je le répète, il n'y a pas de session de rattrapage. Donc nous achevons ici cette présentation. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Nous vous conseillons de vous replonger dans la lecture de la brochure afin de bien préparer la rentrée. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.